9 ans après la disparition de Muad'Dib, l'Empire Atréide est de nouveau acculé. Les jumeaux Leto et Ganima, enfants du Messie des Sables, portent en eux la mémoire de générations passées. Une puissance redoutable, autant qu'une abomination. Mais leur héritage se déploie sur Arrakis en pleine mutation écologique. L'ancien désert, jadis sacré, commence à fleurir, menaçant l'équilibre fragile sur lequel repose l'épice et la survie de l'univers. Tandis que les écosystèmes changent, les coutumes frémènes s'étiolent, divisant un peuple frémène entre la fidélité à ses traditions et l'adaptation aux transformations. Les forces politiques guettent, avides d'exploiter cette instabilité. Certains veulent façonner les héritiers pour servir leur propre ambition, tandis que d'autres souhaitent voir la lignée Atréide s'éteindre. Leto et Ganima, au bord de la crise, doivent se frayer un chemin sur cette planète où la nature elle-même devient une arme politique. Bonjour à tous mes amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse de ce troisième tome de Dune, Les Enfants de Dune, après la fin d'un mini-cycle avec Paul Atreides, Chani et le désert Arrakis qui disparaissent. Frank Herbert était attendu au tournant, j'avais beaucoup d'attentes, vous aviez beaucoup d'attentes, on avait tous des attentes sur cette saga qui, malgré son succès, donnait l'impression de ne pas exploiter tout son potentiel. Mais aujourd'hui, j'ai particulièrement hâte de débuter cette analyse. Oui, j'ai le sourire, le petit sourire de celui qui a passé 2 bonnes semaines de lecture et qui a beaucoup de choses enfin positives à dire. Avant de commencer la vidéo, petit rappel habituel sur le spoil, sur les passages et les détails précis qu'on va évoquer tout au long de l'analyse. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin de rester informé des prochaines sorties. Je sors des vidéos environ toutes les 2 semaines avec à peu près tous les genres littéraires, des auteurs ou des sagas que vous-même vous pouvez me conseiller. Pour ceux qui ont pu visionner ou commenter les précédentes vidéos, un grand merci à vous, le projet prend vie grâce à vous et me donne la force de continuer. On tarde pas plus avec mon avis concernant le livre. Je vais donner mon avis selon donc les 5 critères qui s'affichent ici, puis après je vous donnerai mes 5 personnages préférés et on rentrera plus en détail là-dedans. Alors d'abord l'intrigue, j'ai mis 5 sur 5, pour moi l'intrigue est un sans faute dans ce livre. Bon déjà il y a le prologue avec Stilgar qui met tout de suite dans l'ambiance, il se demande si il faut tuer ses jumeaux porteurs de tragédie. Et j'ai trouvé que le développement de l'intrigue autour de la famille Corrino est également très intéressante. Donc les engrenages politiques sont complexes, mais enfin expliqués par rapport au tome 2 où j'étais vraiment noyé dans un trop peu d'explications et un scénario trop complexe. Là je trouve que le complot y gagne en importance au fil des pages, contrairement au complot du tome 2 avec le Gola qui a été complètement abandonné, puis après on n'a plus trop de rapports par rapport à ça. Il y a une cascade de rapaces qui volent au-dessus de la tête des jumeaux, donc de Leto et Ganima. Et tout le monde a des plans pour eux, à tel point qu'ils sont obligés de fuir leur propre domaine, leur propre famille, leur propre tante, Alia. Alia, on aura l'occasion de beaucoup en reparler durant cette vidéo, mais elle est dévorée par ses visions. Et c'est vraiment bouleversant de voir ce personnage complètement transcendé par rapport à ce qu'on a pu avoir dans le tome précédent. Il y a la voix du baron, la voix de ses ancêtres qui la détruisent vraiment, et l'abomination que tout le monde craignait prend vie. Ouais non, c'est une très belle intrigue, il n'y a pas grand chose à dire de plus, même quand la venue de Jessica tarde un peu en longueur au début, je pense aux 150-200 premières pages, qui mettent un peu de temps à se mettre en place, et je me disais ah non, on va encore retomber dans les travers du tome 2, j'ai trouvé que finalement le suspense de l'entrevue a pris rapidement le pas. Enfin, l'entrevue avec Gurney et Jessica tient en haleine et on se demande quel est le lien, quel est le but, quelles sont les nouvelles intentions du Bene Gesserit dans ce tome 3. Et enfin, pour l'intrigue, il y a le mystère du prêcheur de Paul. Bon, on se doute un peu que c'est lui, enfin je sais pas si on se doute ou si on le devine, mais il y a beaucoup de rapports par rapport à lui, on n'est pas tellement sûr, donc ça permet aussi de garder le suspense. Il y a aussi les rebondissements. À plein de moments, le scénario s'est emballé bien plus que ce que j'ai pu lire précédemment dans la saga. Je pense notamment aux tigres Laza qui sont
qui sont envoyés par ONCC à la mère de Farhan pour traquer avec du coup un faux cadeau d'habits, enfin de vêtements qu'il porte pour reconnaître l'odeur. Enfin, il y avait plein de petits scénarios comme ça qui moi m'ont emballé et je trouvais que ça donnait vraiment du rythme. C'est pour ça que je mets un 5 sur 5 à l'intrigue amplement méritée. Pareil pour le cadre et les personnages, je pense qu'on suit à peu près la même lancée, c'est-à-dire un 5 sur 5. C'est sur la lancée des deux précédents, à savoir un univers galactique dense et majestueux. Le désert d'Arrakis est toujours aussi beau avec une pointe d'écologie. C'est un thème qui avait été abandonné dans le tome 2 et que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, qui est repris de la plus belle des manières avec du coup la nature qui s'est développée, l'eau qui abonde sur Arrakis. Et on a Dune est enfin une belle planète, une planète qui se développe au même titre que les autres dans la galaxie. Mais le danger de ce développement a des conséquences. Sans désert, il n'y a plus de vers des sables. Sans vers des sables, il n'y a plus d'épices de longue vie. Et sans épices, il n'y a plus d'économie. L'univers de l'Empire et l'Empire est totalement mis à l'arrêt. Et je trouve que ce parallèle avec le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, et cette faculté de nous dire ok, on a atteint un but, mais le résultat n'est pas celui que nous voulions, c'est vraiment remarquable et ça tient du génie de Herbert. J'ai complètement accroché avec le cadre de ce troisième tome. Et là où le point de la perfection est atteint par rapport au tome 1 et 2, il est là. J'ai trouvé qu'il y avait une marche qui était franchie, ce sentiment, ce goût d'inachevé au début de la saga est enfin comblé par ce tome-là, Les Enfants de Dune. L'alternance de points de vue est solidement ficelée entre une dizaine de personnages qui défendent une dizaine de points de vue différents et pas deux personnages ne se ressemblent. Leto ne ressemble pas du tout à sa jumelle Ganima. Idaho ne ressemble plus du tout à sa conjointe Alia. Il y a complète fracture, on aura l'occasion d'en reparler. Et Jessica ne ressemble pas du tout à Gurney. Ils ont des intentions complètement différentes, complètement diverses, des prises de position qui partent dans tous les sens. Et ils sont surtout très attachants à leur manière, émouvants et originaux. On a le retour des anciens personnages, l'ajout de nouveaux personnages encore plus denses. Et franchement, la fresque là, elle est complètement parfaite, j'ai rien à dire. 5 sur 5 encore sur ce critère. Les amis, le critère de l'écriture m'a fait un peu mal au cœur. Franchement, j'ai mis 4 sur 5 à ça du 5 sur 5 et à ça du livre parfait. Parce que s'il n'y a pas 10, si le livre n'est pas parfait aujourd'hui, c'est en partie à cause de l'écriture. J'avais mis 2 sur 5 sur le Messie de Dune, sur le tome 2, où j'avais trouvé qu'il y avait trop de longueur, trop de choses à redire. Aujourd'hui, pour moi, il y a un gros progrès, ça prend 2 points, mais ce n'est pas encore parfait. Et c'est en partie à cause d'un passage creux. C'est ce passage, de la page 450 à 550-600 pour ceux qui ont cette édition-là, mais je pense que c'est à peu près pareil. Le passage où, de toute façon, Leto erre dans le désert, je trouvais que la capture chez les bandits était long. Le passage, l'errance dans le désert était long. On retrouve des passages vraiment psychédéliques du tome 1 et du tome 2 qui ne m'ont vraiment pas plu là. Et c'est dommage parce que cette partie-là, c'est vraiment un moment important du livre, une manière de préparer le dénouement. Après, j'ai rien contre le passage où il y a Gurney et l'échange avec Maurice. Mais même cette petite pause a été bouffée par la transformation en verre avec la peau de verre et le personnage de Sabia que j'ai pas complètement compris. Mais franchement, ça reste assez minime dans le livre. C'est un bémol qui est malheureusement trop gros pour pouvoir mettre 5 sur 5 à ce critère, selon moi évidemment, car c'est mon avis subjectif. Mais ça reste une belle initiative dans le fond, cette prise de conscience de l'écologie. Par contre, dans le fond, elle est parfaite, hein. Il n'y a pas la forme, mais le passage est très très bien pensé. Et ensuite, on a 4 points dans la justesse technique, la précision du scénario, les chapitres courts et rythmés, un bon enchaînement, une quatrième de couverture qui donne très envie, surtout sur cette édition-là, que j'ai pris à la bibliothèque, parce qu'avant j'avais les anciens, c'était pas tout à fait les mêmes, mais franchement, la quatrième de couverture m'a vraiment donné envie. Et Dieu merci, j'ai enfin eu mes paragraphes descriptifs de l'ambiance d'Arrakeen, enfin, depuis le temps que j'attendais cette ville.
Voilà, on a eu des descriptions sur la vie de la foule, les étals marchands, l'odeur des rues, les motifs des tapis, la couleur des pierres, autant d'absurdités et de détails pas forcément utiles, mais qui donnent vie à la scène, qui m'ont vraiment fait plonger dedans. Et ça, je remercie Frank Herbert parce que ça méritait, le cadre mérite franchement une bonne écriture. Et là, même si elle n'est pas parfaite aujourd'hui, je suis sûr qu'à l'avenir, ce petit point va être comblé. On passe au dénouement à présent. J'ai mis 5 sur 5 sur le dénouement. Bon, globalement, la vie est très très bon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais à mon sens, c'est mon tome préféré pour l'instant. Et le dénouement joue beaucoup. C'est-à-dire qu'il est très bouleversant et il est très surprenant ce dénouement. Je persiste à croire qu'un bon auteur, pour écrire un bon livre, doit uniquement se focaliser sur deux choses. En l'occurrence, tisser une intrigue palpitante et sublimer cette intrigue par une fin surprenante. Voilà, cette fin, elle se joue en 3 points, enfin si on peut les qualifier comme ça. Premièrement, le prêcheur se révèle être Paul, primordial dans la chute d'Alia, enfin de son abomination. Il est tué par la foule, par des fanatiques aveugles de la Régence, mais il est responsable, entre guillemets, de la seconde mort du baron, la première de son corps, de son règne chez les Harkonnen, la deuxième dans l'esprit d'Alia. Deuxièmement, la définition de la loyauté est illustrée, mais magistralement, par le trio Gernez, Stilgar, Idaho. Pour moi, tous ces trois-là, ils ont une importance dont on reparlera dans les personnages. Euh, mais, euh, mais ouais, la définition de loyauté avec ces personnages a été sublimée sur cette fin. Et que dire de ce passage avec la mort d'Idaho, le semi-deuil d'Alia pour son ex-mari, le comeback de Leto sur Arrakeen, et donc le suicide d'un personnage fondateur de la saga, d'un personnage que j'avais mis top 1 dans le top 2 de Dahlia et de son abomination des Bene Gesserit. Bon, non, cette fin, elle a tout. Surprise, révélation, réflexion, panache. Bah, je savais que Frank Herbert, il savait finir ses livres en beauté. On l'a vu avec des tomes qui n'étaient pas forcément parfaits, mais qui savaient emballer une fin. Mais là, franchement, sur ce tome-là, chapeau l'artiste, j'ai adoré vraiment la fin. Et l'émotion, on arrive au dernier critère de cette rubrique. L'émotion, elle est quasi parfaite. Je mets 4 sur 5. J'aurais peut-être mis 5 si l'écriture m'avait davantage conquis pour éviter que le 10 se joue un petit point. Mais et voilà, pour éviter aussi que le 10 se joue à un petit problème d'écriture, juste pour dire que l'émotion n'est pas parfaite, je mets un 4. Non, sans pleurer pour autant, j'ai lâché des petits ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors que le tome 2 me donnait clairement envie de ronfler. Ouais, je mets un 4 sur 5 parce que c'est pas non plus le coup de cœur, mais je sais que Frank Herbert est vraiment capable de prendre nos petits cœurs de lecteurs là et de les écraser comme bon lui semble. Je sais qu'il en est capable et j'attends ce moment avec impatience, le moment de pouvoir mettre un 5 sur 5 et de pouvoir m'émouvoir complètement à l'avenir. Comme vous pouvez vous en douter, mon retour personnel est très positif à l'égard de ce troisième tome de la saga Dune. Au vu de ce que j'ai pu lire et assimiler de Frank Herbert, je ne suis pas vraiment surpris par la qualité du roman. Je suis plus soulagé que tous les bémols laissés en route aient enfin été perfectionnés ici. L'intrigue est solide, le cadre est tout aussi passionnant et que dire de cette fin incroyable. Je décide donc d'attribuer un 9 sur 10 amplement mérité aux enfants de Dune, même si on peut regretter quelques passages creux dans le deuxième tiers et un petit manque d'homogénéité sur l'ensemble de la saga, c'est tout de même un plus 3 de prix face au tome 2, j'avais mis 6 sur 10, là c'est vraiment une grosse amélioration, une énorme amélioration qui redresse l'opinion finale mitigée vers laquelle je me dirigeais, et plus que tout, ça me donne envie d'aller chercher ce 10 sur 10 sur les 3 tomes qu'il nous reste. Je pense vraiment qu'il en est capable et ça montre encore une fois le succès de l'auteur. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, on file sur la rubrique de mes personnages préférés. C'est parti. En cinquième position, je décide de nommer Duncan Idaho. Donc c'est la suite du Goliath Lelaxu, mais ici on a beaucoup plus accès au personnage d'Idaho, enfin de sa version première, avec ses pensées. Enfin, il est bien plus imprégné. Et c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant, peut-être plus que dans le tome 2 où je l'avais déjà trouvé bien convaincant. J'avais beaucoup de mal à le situer au début, triste que son amour avec Alia soit fragmenté à cause de l'abomination, et j'étais un peu perdu sur le camp qui soutenait Atreide, Fremen, Bene Gesserit, je savais pas vraiment où le situer. Puis j'ai compris que c'est justement ça qui m'a séduit chez lui, un peu mystérieux, émouvant malgré sa propre indifférence, il a peu, voire pas du tout d'émotion, en tuant Javid à la fin, l'amant d'Alia face aux ordres de Stilgar.
J'ai trouvé que c'était un tournant du livre. C'est d'ailleurs le début du dénouement, celui qui a fait que la fin a été aussi palpitante. C'est une sorte de sacrifice en insultant le Fremen, parce qu'il savait que Stilgar, enfin qu'en tuant Javid, Stilgar allait le tuer, et donc Stilgar allait se libérer du joug d'Alia, dont la régence partait clairement en cacahuète. Et c'est grâce, volontairement ou non, à Idaho que la situation se débloque avec donc Stilgar qui va ensuite partir dans le désert, prendre les Fremen et se détacher de l'emprise d'Alia. Je sais pas ce que nous réserve Frank Herbert pour la suite, mais je suis un peu triste d'avoir perdu Idaho. Je m'étais habitué au Gola, presque je l'avais assimilé à sa version du tome 1. Donc là on le perd une seconde fois. Bon, voilà, c'est pas le personnage sur lequel je vais pleurer, mais je trouvais qu'il apportait quelque chose, donc c'est un peu dommage qu'il soit mort. Mais je sais vraiment pas ce que l'avenir nous réserve à ce rythme-là. En quatrième position, j'ai mis Ganima, l'une des deux jumeaux, donc la sœur Atreide, héritière des pensées de Paul et d'autres de ses ancêtres. C'est la place maximum qu'elle pouvait espérer. Le top 4, pour moi, elle ne mérite pas bien plus parce qu'elle a peu d'intérêt, je trouve, pour l'histoire. Elle est un peu dans l'ombre de Leto au début, un peu étouffée par le duel Jessica-Alia à la fin, dans la deuxième partie, alors que toute l'intrigue tourne autour d'elle. En fait, Ganima, c'est quand on prend un peu de recul, le personnage central sur lequel tout le reste repose. J'ai regardé en arabe, Ganima, ça veut dire butin de guerre, et j'ai trouvé que c'était un nom plutôt poétique, enfin poétique et avant tout très adapté à l'histoire, parce que le rôle qu'elle a joué, c'est exactement ça, un butin de guerre. Son caractère rebelle cache malgré tout beaucoup de timidité, beaucoup de doute, et c'est ça qui en fait aussi tout son attachement. Elle a une belle complicité avec son frère Leto, elle a une belle complicité avec Irulan également, et des échanges qui sont souvent animés avec Jessica ou même Anya, lorsqu'elle veut tuer le mari auquel elle est destinée, Farad, avant de s'attacher à lui. Enfin, je trouve ça mignon. Et j'ai bien aimé les personnages autour de Ganima. La fin était un peu étrange, enfin pas étrange, mais si j'ai bien compris, elle se marie avec son frère, donc Leto, pour préserver la lignée. Elle a au final pas de consentement sur sa question, mais sur son rôle. Mais j'ai bien aimé ses sacrifices pour notamment la famille Atreide. Voilà, c'est un peu ma chouchou, et je pense qu'il y a encore un potentiel à exploiter dans les tomes d'après, notamment auprès de Farad, auprès de Leto. Je pense qu'elle peut occuper vraiment une place plus haute dans le classement dans les tomes à venir. En troisième position, j'ai décidé de nommer Jessica, dont dans le comeback, enfin le retour m'a bien fait mentir par rapport au tome 1. Jessica, elle est bourrée de concepts philosophiques, de réflexions pertinentes, de dialogues superbes et des intentions masquées par l'intrigue. Et pleine de citations aussi, notamment celle que je vais vous présenter après. Mais Jessica, voilà, elle est vraiment bourrée de réflexions. Enfin, j'ai adoré le concept vraiment philosophique qu'elle apportait et littéraire aussi. Franchement, j'étais plutôt optimiste quand j'ai vu son nom pour la première fois. J'ai su qu'elle revenait. Donc j'avais détesté dans le tome 1, puis elle avait été complètement éclipsée dans le tome 2. Là, elle fait son retour. Il y avait toute une intrigue autour d'elle, notamment le fait qu'il ne manquait plus que les rapaces Bene Gesserit autour de Leto et Ganima. Et pour pimenter un peu l'histoire, je trouvais que ça rajoutait quelque chose. Ouais, pour moi, la grosse différence entre le tome 1 et le tome 3 concernant Jessica, c'est qu'elle est bien plus humaine. Elle est tiraillée entre ses petits-enfants et ses sœurs Bene Gesserit. On ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions, même jusqu'au bout, hein. Et elle fait un peu office de figure de grand-mère protectrice, en travaillant l'alliance avec Farad, agrémentée de quelques passages comiques d'ailleurs. Là où il doit regarder sa main vieillir, j'ai trouvé ça assez marrant. Et elle permet de désamorcer un nouveau complot, le complot de la famille Corino. Voilà, et j'ai aussi hâte de savoir quelles sont les conséquences de ses choix, de ses actes par rapport au Bene Gesserit, et par rapport à ses sœurs. Est-ce qu'elle a fait le bon? Peut-être qu'il y aura des représailles, je sais pas, mais en tout cas, ouais, belle revanche sur mon avis initial de Jessica. Et j'ai pas honte de dire que voilà, elle m'a complètement fait mentir par rapport à ce que je pensais d'elle. Peut-être que je l'aurais mis plus haut aussi, parce que ouais, Jessica, c'est un très très bon personnage fondateur de la saga. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Leto. Non, pas ce Leto là. Voilà, celui-là. Leto Atreide, qui est le personnage central en fait de la saga. Ouais, parce que même si c'est moins flagrant que son père, même si c'est moins flagrant que Paul, il occupe quand même une bonne partie de l'intrigue. Pour moi, c'est lui le personnage sur lequel tout repose.
même s'il y a Ganima aussi, mais c'est lui qui par ses actes va complètement bouleverser la situation actuelle. Il y a énormément de choses à dire sur sa personnalité, mais déjà il incarne quelque chose, enfin il a une aura d'empereur inévitable, enfin la fin l'a confirmé, c'est le destin qu'on lui attendait un peu. Voilà, le fils héritier de Paul, il se devait de se respecter, la puissance de ses pouvoirs, ses souvenirs, enfin tout était mis, tout était mis en œuvre pour que Leto finisse sur le trône à la fin. C'est entre guillemets le côté prévisible de cette intrigue. Et malgré la longueur imparfaite de son errance dans le désert, de sa transformation en ver, le résultat m'a vraiment emmené vers le plus beau sujet, à mon sens, de Dune depuis le début de la saga. Vraiment, l'essor écologique de Dune tourne au désastre et cette prise de conscience, elle est unique, elle est primordiale. Et en se mettant à la place du ver, en errant dans le désert, il comprend. Pour la première fois, il se met à la place de ça et il comprend le cri d'alarme du désert. Donc il faut agir au plus vite pour ralentir du moins l'essor écologique et trouver peut-être une sorte d'entre-deux. Je ne sais pas ce qu'il va nous réserver pour la suite. Et la raison pour laquelle je le mets pas plus loin, bon déjà il y a le top 1 pour moi qui est au-dessus de tout le monde et qui est indétrônable. Mais c'est surtout que par moment, j'ai trouvé que c'était une copie un peu trop recrachée de Paul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une petite déception sur leur contact notamment, enfin leur rencontre avec du coup le prêcheur qui se révèle être Paul et Leto qui est en pleine ascension. J'aurais aimé une confrontation magistrale, voilà, un vrai truc, je sais pas, un câlin ou une baston ou un truc plus marquant que quelques mots qui sont vite oubliés par le vent juste après. Ce qui nous permet de passer sur mon personnage préféré de mon livre préféré, donc c'est Stilgar, mes amis. Stilgar, le Fremen dévoué. Je m'y attendais, mais pas du tout, de le mettre au sommet de ce classement dans un livre où il y a notamment beaucoup de concurrence. Mais avec Stilgar, c'est soit ça passe, soit ça casse dans cette ambiance en proie au changement. Ah oui, forcément, quand on bouge les codes des cultures, quand on bouscule un peu ces nouvelles coutumes, bah, le papa ours, Stilgar, il est pas content, il se réveille. Et c'est là où il m'a surpris, poussé dans ses retranchements. Il tue Idaho en marquant la rupture entre les Fremen et les Atreides, avec notamment la chute de la régence d'Alia. Il prend ses responsabilités, des responsabilités qu'il aurait jamais pris du vivant de Paul. Il était un peu dans l'ombre d'ailleurs de Paul, souvent pas très, avec pas trop de personnalité justement parce que comme un chien, il répète tout ce qu'on lui dit de faire. Et voilà, ça bouscule sa neutralité. Il doute au sujet des jumeaux juste au début. Le prologue, là, j'ai trouvé superbe. Jusqu'à l'épilogue, à la fin, il a tout fait en sorte pour qu'il soit au sommet de ce classement. Donc bravo, 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 Stilla. Surtout qu'il est attachant avec tous ses rapports avec les autres personnages, avec Gurney, même Jessica, même Alia. Enfin, genre, je veux dire, même quand il tue Idaho, il a sa bonhomie pleine de tendresse. Là, j'ai franchement adoré Stilgar. Rien à dire, car sur l'ensemble des trois livres, il est celui qui m'a le plus séduit. Il a toujours été dans les top 5, toujours bien classé. Et j'aime beaucoup les outsiders. Stilgar est justement un outsider, cette surprise qui permet de sublimer la saga de Dune. Donc voilà, ça c'est mon gros coup de cœur, c'est Stilgar, c'est mon classement. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous voulez le partager dans les commentaires, le vôtre, si vous avez lu la saga, enfin le livre, n'hésitez pas non plus à dire ce que vous en avez pensé. On va passer directement sur la citation. Donc c'est une citation de Jessica à l'intention d'Alia, à la page 269 de la petite version. Si vous écartez ceux dont les rapports sont exacts, il ne vous restera que ceux qui savent ce que vous voulez entendre. Pour moi, il n'est rien de plus toxique que de croupir dans la puanteur de ses propres reflets. Bon, j'ai bien aimé d'ailleurs la formulation de la phrase, le style et tout, mais c'est surtout que cette citation de Jessica, elle illustre toute la dégradation psychologique d'Alia, c'est-à-dire que ses pensées, ses actes sont capturés par l'influence du baron Harkonnen, et c'est surtout que voilà, c'est dit avec style, avec élégance, et ça nous prouve que voilà, la liberté de penser, la liberté d'expression, elle est avant tout nécessaire pour éviter de sombrer dans la dictature, comme l'a fait Alia et comme voulait le faire le baron de son vivant, puis dans les pensées d'Alia. Donc ouais, j'ai aimé cette citation et je voulais la partager. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si l'analyse vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. À vous abonner également. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Ça aide le référencement de la chaîne.
Et j'ai hâte de lire la suite avec le tome 4, l'Empereur Dieu de Dune qui est là, et que je vais m'empresser de lire au plus vite pour vous faire décidément, pour vous faire le récap au plus vite. L'avantage de cette saga palpitante, c'est qu'on ne sait jamais de quoi sera faite la suite, et donc j'espère qu'elle va me séduire autant que le tome 3. Voilà, c'était Olive, je vous embrasse très très fort, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.